L'actu à l'Ouest, pour aujourd'hui et pour demain, chaque mardi sur Sun. Ils se mobilisent en début d'après-midi à 14 h au Square Verté à Nantes pour réclamer plus de moyens humains comme financiers dans le cadre de leur mission. Ils se sont des salariés de l'association Saint-Benoît-Labre, une association implantée de longue date en Loire-Atlantique qui accueille et accompagne des personnes à la rue et des personnes en situation de migration. Un appel à manifester lancé par le syndicat Sud Santé Sociaux. Nous recevons ce midi Aïssa Sissoko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éducatrice spécialisée depuis 2015 au sein de l'association. Vous travaillez vous précisément auprès de mineurs non accompagnés au sein du dispositif Atome à Nantes, dispositif qui a aussi des antennes à Châteaubriand et Saint-Nazaire. Vous participez donc cet après-midi à cette mobilisation. C'est une première, c'est la première fois que des salariés de l'association se mobilisent. Dans un communiqué publié hier, vous dressez un constat, je cite, simple et alarmant. Les activités et les missions toujours plus importantes de l'association ne sont pas suivies de financement suffisant et entraînent une dégradation des conditions de travail et d'accompagnement. Dans un premier temps, Aïssa Sissoko, pouvez-vous nous dresser une sorte de tableau, de panorama des missions prises en charge par l'association Saint-Benoît-Labre et dans quelle mesure justement ces missions s'accroissent ces derniers mois ou ces dernières années? Oui, alors l'association Saint-Benoît-Labre, elle accueille et accompagne des publics qui peuvent être en situation de précarité et sans domicile fixe et qui ont besoin d'un accompagnement qui peut être à la fois médical et sanitaire. Elle accompagne aussi des publics, comme vous le dites, en situation de migration, donc c'est des demandeurs d'asile ou aussi des personnes réfugiées en situation de précarité. Elle accompagne aussi, sur le service dans lequel je travaille, des mineurs dits non accompagnés, qui sont des jeunes qui sont arrivés en France sans représentant légal, donc qui sont sous tutelle ou en attente de tutelle du département. Elle accompagne aussi des personnes qui sont en chantier d'insertion. Donc il y a plusieurs chantiers au siège de l'association qui regroupent à la fois un chantier nettoyage, espace vert et peinture. Elle accompagne également des familles étrangères en situation de précarité, des femmes qui peuvent avoir des problématiques de violence conjugale. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Voilà, alors justement, historiquement, lorsqu'on s'intéresse un peu à l'association, on voit qu'elle était plutôt orientée au début vers l'accompagnement d'adultes sans domicile, l'accueil de migrants avec des difficultés sociales ou des difficultés d'intégration. Elle a un petit peu modifié son cœur de mission. Vous allez pouvoir nous en parler puisque vous travaillez dans ce secteur en prenant en charge des mineurs isolés étrangers au titre de la protection de l'enfance. C'était une activité plutôt marginale au début, même expérimentale. Qu'en est-il aujourd'hui ? Exactement. Alors l'association a créé en 2012 le service sur lequel je travaille, qui est le service Atome, qui accompagnait 20 jeunes à l'époque. Et aujourd'hui, on est à quasiment 600 jeunes accompagnés par l'association. Donc comme on disait, c'est vrai que l'association a grossi. Le pôle protection de l'enfance qui n'existe pas a littéralement explosé. Et ce qui fait que les missions sont multiples, les travailleurs sociaux sont multitâches. L'association n'a jamais pris le temps de se poser pour construire les projets de tous ces services-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à la mobilisation qui se prépare et qui montre des professionnels épuisés, des jeunes pour lesquels on n'arrive pas à mener à bien notre travail. Et ce qui est aussi assez symptomatique, mais qui se retrouve sur tous les pôles de l'association, c'est le turnover des collègues et des professionnels. Alors, je le disais en début d'entretien, vous êtes arrivé en 2015, c'est à peu près à ce moment-là que les effectifs ont énormément augmenté, les effectifs de personnes accompagnées. C'est aussi à ce moment-là que les missions de l'association ont un peu explosé, puisque le département a décidé d'externaliser un peu certaines de ses missions. Là, vous avez pris en charge notamment l'évaluation de minorités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consistait ce surplus d'activité et comment est-ce qu'il a été géré ? En fait, je pense que le département a souhaité déléguer à l'association des missions que lui pouvait plus honorer. Donc, c'est vrai que l'association a repris la main sur l'évaluation des jeunes étrangers. Donc, c'est ce qui se passe actuellement au sein de l'association et qui a pu parfois faire polémique. Mais
En fait, c'est aussi ce qu'on veut montrer aux financeurs là cet après-midi, c'est que l'association, elle a un poids sur le territoire. Elle a accepté des missions aussi que le département lui a léguées et que donc il est nécessaire que les financeurs mettent les moyens aussi pour que l'association puisse mener à bien toutes ces missions-là. Vous parlez des financeurs, ils ont été un petit peu pointés du doigt dans un rapport de la Chambre régionale des comptes il y a quelques mois, quelques années, qui s'est intéressé particulièrement au dispositif des mineurs non accompagnés. Ça représente 2/3 à peu près de l'activité de l'association aujourd'hui. Dans ce rapport, il est fait état d'un dépassement fréquent du nombre de places, de financement qui n'était pas à la hauteur. Est-ce que vous vous mobilisez aussi pour la première fois? Est-ce que tout ça a un petit peu été aussi mis à mal par la crise sanitaire? Est-ce qu'il y a eu un impact? Alors, il y a eu un impact, en effet, puisque suite à la crise sanitaire, le département a souhaité que l'association puisse mettre à l'abri toute personne qui arrive et qui se déclare mineure. Donc, ce qui a aussi sollicité, bon, j'aime pas trop ce mot-là, mais peut-être un peu engorgé les services à l'arrivée des jeunes. Et après, je pense que ça a fait que accentuer les difficultés que nous, on repérait avant. Et je pense que là, on peut plus... en fait, ce qu'on demande juste, c'est de pouvoir faire notre travail correctement. Et là, la crise sanitaire, ça n'a fait qu'aggraver, mais c'est des difficultés qui étaient déjà présentes avant. Vous faites, justement, avant peut-être de venir aux revendications, vous faites le constat dans votre communiqué, vous parlez d'un travail social au rabais, un manque de sens, de l'épuisement de la part des effectifs, un turnover. Vous, personnellement, comment est-ce que vous vivez cette situation et quels sont les retours de vos collègues ? Alors, moi, je trouve... En fait, j'oscille souvent entre être en colère, puisque c'est un travail que j'aime, et de voir des collègues qui sont formés, avec lesquels on travaillait en équipe et qui partent, non pas parce que le travail ne leur convient plus, mais parce qu'ils sont épuisés. En fait, ça met en colère. Donc, j'essaie de transformer cette colère-là positivement, et c'est ce qui m'amène à mobiliser aujourd'hui. Mais voilà, le retour des collègues, après, ce qui est rassurant, c'est qu'on perçoit tous la même chose. Donc, je me dis que c'est nous qui avons raison et qu'on ne doit pas lâcher. Alors, du coup, la mobilisation de cet après-midi, il y a derrière ça des revendications. Elles sont financières, elles sont humaines. Qu'est-ce que vous demandez ? Alors, je pense qu'elles sont liées parce que nous, on a surtout des revendications humaines, mais qui peuvent être effectifs que si justement les financeurs mettent les moyens financiers pour qu'on puisse les faire. En fait, on voudrait surtout qu'il y ait des recrutements qui soient faits en masse pour soulager le travail au quotidien de tous les professionnels. On voudrait aussi, un des axes forts, c'est qu'on souhaiterait que toutes les personnes accompagnées de l'association, elles disposent d'un hébergement décent et digne. Voilà. Après, on souhaiterait aussi que le pôle protection de l'enfance amorce vraiment un travail de réflexion pour qu'on puisse enfin se dire qu'on travaille dans la protection de l'enfance. Que les services généraux transversaux, pareil, soient un peu plus renforcés pour leur permettre à eux aussi de faire correctement leur travail. Donc en fait, c'est beaucoup de moyens humains, mais qui sont dépendants aussi des moyens financiers. Voilà, autant de demandes qui seront donc au cœur de cette mobilisation qui a donc lieu cet après-midi. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes éducatrice donc spécialisée au sein de l'association Saint-Benoît-Labre. Merci. Merci. Pour aujourd'hui et pour demain, en replay et en vidéo sur myson et lesonunique.com.